Pour gagner une guerre, il faut des soldats et des armes efficaces. Armé d'un appareil photo, Fabrice Simon décolle pour une mission de reconnaissance. Il est parti pour 30 minutes de vol. L'objectif, photographier cette gigantesque décharge. Il y traque la moindre activité suspecte. Implanté au cœur de la campagne normande, ce trou béant fait scandale. Fabrice vient d'effectuer son 5e vol depuis l'ouverture de la décharge. C'était 6 mois auparavant, le 22 octobre 2013. Ce jour-là, il a filmé les premiers camions venus déverser leurs déchets. Plus de 1000 tonnes de ferraille. Alors c'est les SMI des transporteurs qui sont en train de déverser des déchets de résidus de broyage automobile. La décharge est prévue pour recevoir ces restes de voitures. Ils sont considérés comme non dangereux, à condition de respecter certaines règles. Avant d'être broyée, une automobile doit être soigneusement dépolluée. Entre autres, il faut retirer tous les fluides, huile moteur et essence, fenêtres, phares et pare-brise, les pneus et les jantes, ainsi que toutes les garnitures. D'après les images prises par Fabrice, dès le premier jour, l'exploitant de la décharge n'aurait pas respecté ces règles. Là, on peut voir des gros morceaux de pneus. Ici, il y a un morceau qui fait une 60aine de centimètres de long, et ça n'a rien à voir avec des résidus de broyage automobile. C'est carrément autre chose, ça dépend d'une autre législation et d'un autre traitement. Ce sont ces images qui ont mis le feu aux poudres. À quelques centaines de mètres de la décharge, dans le petit village de Nonan-le-Pin, une partie des riverains décide de se mobiliser contre cette décharge. Un combat qui va être relayé par les grands titres de la presse nationale. Comment on peut faire confiance à une entreprise qui, avec les 40 ou 60 premiers camions, apporte déjà des déchets illégaux? C'est une aberration totale, quoi, puisque même dès le début, ne respecte pas. L'entreprise, c'est GDE, Guy Dauphin Environnement, l'un des 3 géants du traitement des déchets présents dans toute la France. En 2013, l'entreprise a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Son slogan, c'est la renaissance de la matière. Elle recycle ferraille, papier et carton venus de toute l'Europe. Une entreprise dont le patron a des antécédents qui inquiètent les riverains de la décharge. GDE appartient à Claude Dauphin, un milliardaire qui a bâti sa fortune en fondant le numéro 2 mondial du négoce de pétrole, Trafigura. Un homme discret, mais qui a fait la une de la presse il y a 8 ans pour un des plus gros scandales de pollution des années 2000. Le dépôt de déchets toxiques avait contaminé toute une zone en Côte d'Ivoire. 2 Français affréteurs du navire à l'origine de cette pollution. C'est l'affaire du Probo Koala, du nom de ce bateau affrété par Trafigura et dont les soutes remplies de déchets hautement toxiques ont été vidées dans des décharges tout autour de la capitale, Abidjan. Selon certaines ONG, la pollution aurait même fait des morts. Claude Dauphin passe 5 mois en détention préventive dans la prison d'Abidjan. Les poursuites ont été abandonnées par l'État ivoirien. Trafigura lui a versé 152 millions € 'euros 'd'euros 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 'd'eu
Alors quand GDE décide d'implanter sa décharge à Nonant-le-Pin, le projet fait grand bruit. Les riverains ont peur d'une pollution à grande échelle. On continue ? Pour les rassurer, GDE a invité la presse régionale à visiter son site. Le message à faire passer, il n'y a pas de meilleur endroit pour construire une décharge. Pourquoi avoir choisi le site de Nonant ? Ici, c'est vrai que vous avez un contexte géologique qui est extraordinaire de par sa nature, puisque vous avez des argiles, et l'argile est une formation géologique qui présente une caractéristique très intéressante, qui est qu'elle est très très peu perméable. D'après ce film promotionnel de GDE, une bande d'argile de plus de 100 mètres protégerait la nappe phréatique de tout risque de pollution. Bien avant GDE, un autre homme s'est intéressé au sous-sol de Nonant-le-Pin. Ce propriétaire de décharge envisageait d'en ouvrir une sur le site. Mais très vite, il a renoncé. On a travaillé sur l'aspect captage d'eau et hydrologique, et on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais problèmes sur la proximité de la nappe phréatique qui se trouve dans les sous-sols. Et un autre point important, c'est qu'aujourd'hui vous avez un ruisseau qui passe à proximité, qui retombe, qui se déverse dans la Dieuge, ensuite il se déverse dans l'Orne. Donc il y a vraiment un problème environnemental sur ce site-là. Ça nous semblait une aberration déjà à première vue. C'est pour ça qu'on n'a pas poussé les études plus loin. Alors qu'en est-il du sous-sol de cette décharge? La nappe phréatique est-elle menacée? Nous avons posé la question à ce géologue, mandaté par les opposants à la décharge. Pour lui, le danger est réel. Il s'appuie sur un document du ministère de l'Environnement. Voilà, carte des risques d'inondation. Sur cette carte, les nappes d'eau souterraines proches de la surface sont représentées en bleu. Là, en rouge, l'emplacement de la décharge de GDE. Elle est bien à cheval sur la nappe phréatique. Les terrains sont complètement noyés et c'est pas dans des terrains complètement noyés qu'on installe un stockage de déchets. Ce que GDE n'aurait pas précisé, c'est que la bande d'argile ne serait pas étanche. La nappe phréatique, ici en bleu, affleurerait sous le sol de la décharge. Le risque, c'est que les déchets de GDE polluent l'ensemble des eaux souterraines. D'autant plus qu'un ruisseau traverse la décharge. Cette eau a été analysée par le géologue. Ces analyses révèlent une pollution 5 fois plus élevée en aval qu'en amont du site. J'ai fait analyser des métaux, parce que j'ai dit c'est une décharge soi-disant de déchets automobiles, donc on va voir ce qu'il y a comme métaux là-dedans. J'ai fait analyser le fer, l'arsenic, le cuivre, le mercure, le plomb, le zinc, les nitrates et les hydrocarbures. Le résultat, c'est ça. À l'aval du site, on note une augmentation importante de différents métaux. Ça donne une anomalie qui est extrêmement nette. Et la conséquence, c'est quoi c'est l'empoisonnement des rivières, la disparition de la ressource par suite de sa mauvaise qualité, la ressource en eau potable. Ça risque d'avoir un impact important sur l'activité agricole et d'élevage de la région. Voilà. Avec des eaux polluées. Oui, point de vue élevage, ça va être une catastrophe. Une menace bien réelle pour Fabrice Simon, qui a pris des photos inquiétantes depuis sa machine volante. Ces bassins servent à recueillir les eaux de pluie polluées par les déchets. Ils commencent à s'effondrer. Les bâches de protection remontent à la surface. Leur étanchéité ne serait plus garantie. Le risque serait d'autant plus grand que lors de notre visite, nous constatons la présence d'une grande quantité de morceaux de pneus. Des déchets interdits sur ce site. Et il y en aurait d'autres dans la décharge. Invisibles ceux-là. C'est ce que révèle ce mail confidentiel interne. L'ancien responsable environnemental de GDE alerte ses dirigeants.
Certains déchets bientôt stockés dans la décharge seraient dangereux. On connaît les points faibles pour les analyses de nos résidus de broyage. Pour le plomb, 100% de non-conformes sur 9 prélèvements. Sur les hydrocarbures, 14 non-conformes sur 16 prélèvements. Nous montrons à l'actuel responsable d'exploitation de GDE le mail interne qui met en cause la qualité des déchets. Sa réponse est plutôt compliquée. Bon, écoutez, je découvre ce mail, ce document interne que vous produisez. Ce qui peut se produire sur certains paramètres, c'est ce qu'on va appeler un effet pépite, avec ponctuellement, effectivement, une valeur qui peut aller à la hausse très ponctuellement et le prélèvement suivant aller à la baisse. Selon lui, la non-conformité des déchets serait ponctuelle et sans danger. À Nonant-le-Pin, certains riverains n'accordent aucune confiance à GDE. En octobre 2013, 2 jours après l'ouverture de la décharge, ils sont 300 à s'être mobilisés pour bloquer l'accès au site. C'est quoi ces grilles là? Eh ben, c'est l'entrée de la décharge, l'entrée des camions. Les camions sont censés arriver ici. Donc nous, on bloque vraiment l'entrée. Depuis bientôt 1 an, pas un camion de GDE n'a pu entrer dans la décharge. C'est quand même très contraignant votre blocus. Pour vous, c'est difficile? C'est difficile, vu ce qu'ils veulent mettre, non, c'est pas si difficile que ça. En fait. Ça va être difficile ils mettent leur tas de merde après, oui. Parce que mine de rien, la santé des Nonantais, moi j'ai 2 enfants, j'ai pas envie de vivre avec ça à côté. Herbes aromatiques, terrain de pétanque, des provisions à foison pour tenir le siège. Et même des couchettes. La vie s'est organisée. Intendance, avocat, expertise, communication. Le combat a déjà coûté près d'1 million d'euros. Mais pour ça, les militants disposent de ressources sans limite. Et 100% naturelles. Nous retrouvons Fabrice Simon. C'est lui qui a filmé les premiers déchets déversés dans la décharge. Il est photographe, mais surtout éleveur de pur sang dans l'un des haras les plus prestigieux de France. Les chevaux de Nonant-le-Pin ont une réputation mondiale. Cet étalon Casey Dream est un grand champion. Avant de passer à l'action, c'est toujours le même rituel. La mise en condition passe par un petit bisou à la jument d'à côté. L'opération dure quelques secondes, mais se révèle très lucrative. Chacune de ces saillies peut rapporter jusqu'à 20 000 euros. Et il est capable d'en fournir 3 par semaine. Voilà, notre sac poubelle a encore fait fureur. Fabrice vérifie ensuite la qualité de la semence recueillie. Ces milliards de petits soldats financent la guerre contre GDE. Cette année, je crois que dans les trotteurs, il a dû y avoir un petit peu plus de 100 saillies offertes pour l'association, donc avec des choux s'échelonnant, on va dire, de 20 000 euros pour les plus chers et jusqu'à 2 000 à 3 000 euros pour les moins chers. En tout, ces saillies ont rapporté plus de 400 000 euros aux opposants. Le but est de financer une action en justice pour obtenir la fermeture définitive de la décharge de Nonant-le-Pin. En face,
GDE a, elle aussi, mobilisé toute sa puissance financière. Les terrains pour construire la décharge ont été achetés à prix d'or aux agriculteurs de la région. Parfois le triple du prix du marché selon certaines sources. GDE a aussi tout prévu pour gagner le soutien d'un village vieillissant à l'économie moribonde. La station d'épuration est vétuste. Les logements sociaux, en mauvais état. Alors, l'industriel s'est engagé auprès du maire à créer 2 emplois et à doubler la redevance pour enfouir ses déchets. On nous promet 3 € de la tonne, c'est-à-dire qu'il y a les 1,50 € qui, c'est la loi, donc on ne peut pas y couper. Et puis on a fait une convention comme quoi ils nous verseront 1,50 € sous forme de dons. S'ils enfouissent la totalité de ce qu'ils ont droit, c'est-à-dire 150 000 tonnes, ça fait 450 000 €. Ça ne vous inquiète pas quand même? En 2 jours d'exploitation, ils ont quand même réussi à mettre des produits qui n'étaient pas dans le cahier des charges. Oui, c'est vrai que là, ils ont fait une erreur. Hein. C'est sûr. Hein. Malgré toutes ces, je dirais, faisceaux de présomption et même de faits, pourquoi malgré tout ça, vous continuez à soutenir ce projet? Ça, c'est vraiment difficile à comprendre. Je ne sais pas. Je peux. Non, ça ne s'explique pas. Hein, à Nons-dans-le-Pin, l'installation de la décharge a surpris beaucoup de monde. En 2007, tout avait plutôt mal commencé pour GDE. Pour ouvrir une décharge, il faut une autorisation du préfet. À l'époque, un service de la préfecture, la Direction régionale de l'environnement, émet un avis défavorable. Le risque de transfert d'une pollution souterraine de la nappe est très important. En 2010, après une enquête approfondie, le préfet de l'Orne, Bertrand Maréchaux, refuse à GDE le droit d'installer sa décharge à Nons-dans-le-Pin. L'entreprise contre-attaque devant le tribunal administratif de Caen. Le tribunal annule la décision du préfet et autorise GDE à exploiter sa décharge à Nons-dans-le-Pin. Alexandre Faro est l'avocat des opposants à la décharge. Pour lui, le tribunal administratif s'est appuyé sur une expertise partiale. Pour aller à l'encontre d'une décision de refus du préfet, il aurait peut-être fallu s'entourer d'autres avis. Il faut savoir comment se font ces expertises-là. C'est-à-dire que vous mandatez des experts que vous payez vous-même et qui vont dans le sens que vous souhaitez. Je veux dire, c'est une expertise qui n'est pas une expertise contradictoire, comme on dit. C'est une expertise qui est faite à la demande de GDE et payée par ses soins. Piqué au vif, le préfet s'apprête à faire appel de la décision du tribunal administratif. Mais un homme va s'y opposer. Le président du Conseil général de l'Orne, Alain Lambert. Dans la presse, cet ex-ministre du Budget affirme qu'il n'a jamais pris position dans le dossier de GDE. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est déjà intervenu en secret pour aider GDE. Et en très haut lieu. Auprès de la ministre de l'écologie de l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans cette lettre datée du 7 mai 2011, il lui demande de faire délivrer dans les meilleurs délais l'arrêté de prescription. En d'autres termes, il souhaite donc que la ministre interdise au préfet de faire appel de la décision du tribunal administratif. Nous avons adressé 2 demandes d'interview à Alain Lambert. Il a refusé de s'exprimer sur ce dossier. Alors nous profitons de la journée du patrimoine de l'Orne pour tenter de le rencontrer. Avec Monsieur Girard, national. On peut faire une petite interview dans votre bureau. C'est un des plus beaux projets qu'on ait eu dans l'Orne. C'est 20. Il accepte de nous recevoir dans son bureau, mais ne s'attend pas à ce que nous abordions le sujet de Nons-dans-le-Pin.
Alors j'ai une question qui est patrimoniale d'un certain sens. C'est sur la décharge de Nonant-le-Pin. Je dois savoir pourquoi vous avez soutenu l'installation de cette décharge. Pas de commentaire. Parce que moi, voilà, j'ai constaté que vous avez soutenu, vous êtes intervenu pour l'installation de la décharge de Nonant-le-Pin et j'aimerais savoir pourquoi, juste comprendre votre point de vue. J'ai ce document là qui montre que vous avez écrit à l'époque au ministre pour demander que le préfet ne fasse pas appel de la décision du tribunal administratif. Vous voulez pas me commenter juste... Merci. Vous voulez pas me commenter ce document? Au revoir, monsieur. Vous voulez pas me le commenter? Au revoir, monsieur. Il y a eu récemment une actualité. Au revoir, monsieur. C'est quand même... Au revoir. Enfin, c'est légitime comme question. Non, mais... Je me permets de vous raccompagner. Quelques jours plus tard, son service de communication nous a fait parvenir ce mail. Alain Lambert se refuse à communiquer tant que l'affaire est pendante devant la justice. En tout cas, à l'époque, son intervention a porté ses fruits. La ministre de l'Écologie ordonne au préfet d'autoriser l'ouverture de la décharge de Nonant-le-Pin. Le 22 juin 2011, elle en informe le président du Conseil général de l'Orne. Cher Alain, je vous informe que j'ai invité le préfet à prendre cet arrêté de prescription dans les meilleurs délais. Amitié, signé Nathalie Kosciusko-Morizet. Le préfet obtempère. GDE peut alors commencer les travaux de construction de la décharge de Nonant-le-Pin. Nous avons envoyé plusieurs demandes d'interview à Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle non plus n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Alors nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour. Juste une petite question par rapport sur un dossier que vous aviez suivi à l'époque au ministère de l'écologie sur la décharge de Nonant-le-Pin. Ouais, on peut vous poser une petite question, 2 secondes. Une demi-heure de décalage. Mais vous êtes intervenu. Et on est en retard pour le Oui, conseil mais vous êtes intervenu à l'époque en faveur de GDE. J'aimerais bien vous poser la question. Il y en a pour 1 minute. Il y en a vraiment pour 1 minute. Je veux dire, on a une demi-heure de retard et on va discuter du PLU. Je sais, mais moi j'en ai pour 2 minutes. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à une question à ce sujet? Non mais on en a déjà parlé, il m'a dit non, donc c'est pour ça qu'il me permet d'être là. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi vous avez soutenu GDE? Mais pourquoi vous avez soutenu GDE? Est-ce qu'on peut vous poser la question? Nous n'aurons pas de réponse, ni maintenant, bah tant pis, ni plus tard. Pourquoi une telle mobilisation au profit de la décharge de GDE? Notre enquête nous ramène au Conseil général de l'Orne. Un de nos informateurs nous conseille de nous intéresser à Alain Pelleret. Jusqu'à fin 2011, il a été directeur de cabinet d'Alain Lambert. Il est aujourd'hui chargé de mission au Conseil général. En parallèle, Alain Pelleret et sa famille sont propriétaires de la CEP, installée elle aussi dans l'Orne. Son activité, le recyclage de déchets, comme GDE. L'entreprise d'Alain Pelleret a-t-elle des liens avec GDE? Lors de notre tournage, un employé vient à notre rencontre. Nous le filmons à son insu. Et il y a M. Pelleret qui sont actionnaires de... Oui, il est associé, oui, il n'est pas sur le site. Alain Pelleret? Oui, c'est ça, ouais. Il n'est pas sur la société. D'accord. Il existe un lien commercial entre vous et GDE? Strictement aucun. C'est un amalgame qui est fait, c'est que nous, on est entre guillemets dans le même domaine, mais c'est totalement un amalgame. Mais il n'y a jamais eu une facture entre vous et GDE, quoi? Ah non, il n'y a pas de facture de ce côté-là. Il n'y a pas d'accord ni d'entête entre GDE et SEP. Ouais, d'accord. Selon ce salarié, il n'y aurait aucun lien entre la CEP et GDE. Pourtant, il en existe,
nous nous sommes procuré 4 années de factures de la CEP. De 2010 à 2014, la société d'Alain Pelleret a vendu à GDE du platinage, de la ferraille, pour un montant total de 191 000 €. Et plus étonnant, la CEP semble bénéficier de tarifs préférentiels. D'après ses tableaux comparatifs internes, GDE lui achète sa ferraille jusqu'à 60% plus cher que certains autres fournisseurs. Ici, 180 € la tonne, contre 110 ou même 80 pour les autres. De 2007 à fin 2011, alors qu'Alain Pelleret dirigeait le cabinet d'Alain Lambert au Conseil général, il faisait affaire avec GDE. Cette proximité a-t-elle un rapport avec le soutien apporté par le Conseil général à GDE? Par téléphone, nous avons posé la question à M. Pelleret. Oui, Allô, M. Pelleret? Oui, bonjour monsieur. Je suis journaliste pour France 3. Je réalise en ce moment un reportage sur la décharge de Nonant-le-Pin. Ça serait possible d'organiser une interview? Écoutez, moi j'ai rien à déclarer sur ce dossier, pourquoi? D'après nos recherches, le Conseil général de l'Orne est intervenu en 2011 en faveur de GDE, notamment monsieur Alain Lambert. Et à l'époque, vous étiez directeur de cabinet de monsieur Lambert. En parallèle, vous meniez des activités commerciales avec GDE. Donc voilà, c'est sur ces questions-là que j'aurais bien aimé vous poser 2-3 questions. Écoutez, moi j'ai pas de déclaration à faire sur le sujet. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Ok. Bon bah écoutez, je peux vous rappeler là parce que je suis en rendez-vous, donc ça va être pas facile de parler du sujet. D'accord. Vous me rappelez dans la journée? Oui. Très bien. Très bien. Merci. Au revoir. Alain Pelleret n'a finalement jamais répondu à nos questions. À Nonant-le-Pin, sous la tente qui bloque la décharge, les opposants sont plus déterminés que jamais. Suite à leur plainte, la justice enquête pour dépôt illégal de déchets dangereux. Ils espèrent obtenir la fermeture définitive de la décharge. À 150 km de là, en Mayenne, à Gré-en-Boer, une autre entreprise de recyclage est mise en cause. Cette petite exploitation laitière est la propriété de la famille Join depuis plusieurs générations. Mais aujourd'hui, l'étable est vide. Moi, depuis que je suis né, je l'ai toujours vu avec des vaches. Elle n'a jamais été vide. Alors voilà, vous avez vu l'étable. C'est le silence. Les époux Join possédaient 85 vaches laitières. Elles ont été contaminées par un produit hautement toxique. Leur viande et leur lait étaient impropres à la consommation. Les services vétérinaires les ont fait abattre. Un voisin a filmé la scène. C'était en novembre 2011. À la tombée du jour, ce camion est venu emporter le troupeau vers l'abattoir. C'est la fin de l'exploitation de la famille Join. C'est fini. C'est fini. Ça vous fait quoi de revoir ces images aujourd'hui? Des bêtes qui meurent pour rien, on ne sait même pas pour qui ni pourquoi, parce que finalement, on les euthanasie, puis ben voilà. Hein. C'est moche, quoi. Elles n'ont pas demandé ça, les bêtes. Hein. Un troupeau, ça se fait pas en une année, hein, ça se fait, c'est toute une vie.
C'est ça qu'on dit. Hein. Le couple a dû vendre ses terres pour pouvoir vivre. En tout, dans la région, 410 vaches ont été euthanasiées et 10 fermes ont cessé leur activité. Pour les Joins, la cause de leur malheur se trouverait un peu plus loin, au fond de leur propriété. Alors, c'est en face, là, là-bas. Vous voyez? Mais vous n'avez qu'un aperçu. Hein. À quelques centaines de mètres derrière ces arbres, une usine de traitement de produits chimiques. Aprochim. Elle recycle du PCB, du pyralène, une huile toxique contenue dans les vieux transformateurs électriques de nos campagnes. Ce produit est aujourd'hui interdit et sa dépollution est risquée. Si elle est mal faite, des molécules de PCB peuvent s'échapper de la cheminée de l'usine et se déposer sur les terres alentours. Une pollution invisible et inodore. Les animaux sont contaminés et c'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée, jusqu'à l'homme. Le risque ? Cancer, maladie de la thyroïde et du système digestif. Des traces de PCB ont été retrouvées dans un périmètre de 3 km autour de l'usine, qui fonctionne toujours. Au pôle santé du tribunal de Paris, un juge enquête pour émissions polluantes et mise en danger de la vie d'autrui. À quelques centaines de mètres de l'usine, la maison des Briets. Retraité de la gendarmerie, Jean et sa femme espéraient passer une retraite paisible. Mais aujourd'hui, Jean est malade. Il avait l'habitude de manger ses œufs frais, ses volailles et les légumes de son potager. Jusqu'à ce jour de mars 2011, où il découvre dans la presse que tout ce qui l'entoure est contaminé au PCB. Moi, ce que je reproche un peu, c'est qu'on n'est pas venu nous avertir. Et j'ai découvert le problème d'Aprochim au moins 3 ou 4 mois après dans les journaux. Autrement, jamais personne n'est venu frapper à notre porte pour nous dire qu'il y avait un danger à manger, à consommer notre volaille ou manger nos légumes. Quelques mois plus tard, ils sont contactés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour subir un dépistage du PCB. C'est l'ARS qui avait fait faire l'examen. Ils avaient tiré au sort des personnes dans le secteur pour faire des prises de sang. On m'a dit que j'avais 6, je ne sais pas à quoi ça correspond, millions de je ne sais pas quoi, de plus que les normes, quoi. On voit, il avait entouré 26,05 de PG, ça doit être des pictogrammes par matière grasse. Personne ne vous a vraiment expliqué ce résultat ? Non, on m'a dit qu'il y en avait un peu, voilà, c'est tout. Aucune information précise dans le courrier de l'ARS. Seulement une recommandation du médecin. Arrêtez de manger les volailles, les œufs et bien laver les légumes du jardin. Vous êtes demandé si ça avait pu avoir un impact sur votre santé ? Au début, non, parce qu'on n'avait pas des problèmes. Il faut être franc. On n'avait rien du tout. On était en bonne santé. Et c'est depuis 1 an et demi que les problèmes se sont un peu accumulés. J'ai des problèmes d'estomac qui sont quand même assez lourds. On ne voit rien. Et qui ne trouvent pas. Et qui même, c'est un peu énigmatique pour les médecins, quoi. On vous dit que c'est possible que ça soit lié au PCB ? Et ils ne veulent pas se prononcer. Ils n'utilisent pas ce mot-là. Ils disent ni oui ni non, quoi. C'est une réponse qu'ils ne se prononcent pas. On sent que ce n'est pas un produit qu'ils connaissent, ou du moins ils ne connaissent pas les conséquences de ce produit-là, et on sent bien que PCB, ils disent oui. Des riverains contaminés, des troupeaux abattus. Tous les regards se tournent vers Aprochim. La société a refusé de nous ouvrir ses portes et de répondre à nos questions. Alors, pour en savoir plus sur la dépollution du PCB, nous nous sommes rendus à une 50aine de kilomètres de Lyon, à Saint-Vulbas. L'usine Trédi est l'unique concurrent d'Aprochim. Chaque jour, 200 transformateurs remplis de PCB sont recyclés. Yannick Rouby, le directeur de l'usine, va nous montrer la partie la plus dangereuse,
pixels, située dans les entrailles de la machine. Donc la partie active, elle se situe ici. C'est la partie qui est encore chargée en PCB. C'est la partie la plus compliquée à dépolluer parce qu'il y a des bois, des papiers, des cartons et c'est relativement serré. Et donc la partie décontamination nécessite une technicité importante. Pour éviter les fuites, l'entrepôt est hermétique. Il ne faut ni toucher, ni respirer le PCB. On fait attention, mais c'est tout. Vous faites attention du coup, ouais. Ouais. On est quand même équipé pour, hein. Ouais. À l'intérieur de leur casque, ces hommes respirent un air filtré. Les gants et la combinaison sont étanches. Les huiles finissent brûlées à 1500 degrés dans un four comme celui-ci. Retour en Mayenne. Des salariés reprochent à Aprochim d'avoir négligé leur protection. À l'origine, des lettres anonymes envoyées par un mystérieux corbeau à la préfecture. Elles témoignent de l'inquiétude des salariés de l'entreprise. Je tiens à vous signaler que depuis la mise en fonction des machines sous vide, nous sommes incommodés par des odeurs insupportables qui nous semblent dangereuses. Nous nous posons des questions quant aux analyses d'air qui ont été faites dans les ateliers et dont nous n'avons aucune nouvelle. Nous avons retrouvé l'auteur anonyme de ces courriers. Il a travaillé pendant plus de 20 ans chez Aprochim. Selon lui, la direction a caché aux salariés les risques liés au PCB. On nous a toujours laissé entendre qu'on ne craignait rien, donc ça c'était clair. On avait posé les questions, est-ce qu'on risque quelque chose? On nous a dit non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est seulement que c'est un produit dangereux pour l'environnement. Nous lui montrons les images tournées chez Tredi, l'usine concurrente. Il affirme qu'il n'a pas bénéficié du même degré de protection. Dans des combinaisons qui les protègent quand même relativement bien. Les nôtres étaient en simple papier avec des affaires qui prenaient le produit aussi en dessous, donc absolument pas rien qu'empêchait le produit de nous imprégner. Au niveau des gants, ils ont des gants qui remontent jusqu'à quasiment les coudes. Nous, c'était des petits gants de travail comme les jardiniers. Dès qu'ils étaient pleins de PCB, on était en contact direct. Le visage, pas de masque, que des lunettes. Donc toute la face avant pouvait être éclaboussée. C'est déjà arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Des protections d'autant plus indispensables qu'il affirme que les machines étaient parfois défectueuses. Quand les machines ont été mises en route, qu'elles ont commencé à fumer, à dégager des odeurs, à prendre feu, et puis des dégagements de fumée, mais énormes, énormes. Tout l'atelier en fumée. Jusqu'à à peu près 3 mètres de hauteur, tout l'atelier complètement en fumée. Fumée qui, d'après la direction, n'était absolument pas dangereuse. La direction a toujours nié avoir sciemment mis en danger la santé de ses salariés. Pourtant, dès 2003, ces mails internes à l'entreprise semblent prouver le contraire. Dans cette correspondance confidentielle, le chef du laboratoire d'Aprochim, Christian Jamard, s'inquiète de la qualité de l'air dans l'usine. Suite à la dernière inspection de la direction de l'environnement, il a été mesuré des taux de PCB dans l'air très supérieurs au maxi de notre arrêté préfectoral. Nous craignons la mise en demeure. Dans sa réponse, Laurent Boulinguez, conseiller environnemental d'Aprochim, explique comment manipuler les fonctionnaires de la direction de l'environnement chargés de contrôler l'usine. En mettant en doute les valeurs obtenues sur les PCB, il faudra nettoyer au préalable et faire la mesure le lundi matin, par pur hasard. De quoi se laisser le temps de tout nettoyer pendant le week-end. Aujourd'hui, les salariés de l'usine sont correctement équipés. Mais toutes ces années d'exposition au PCB ont contaminé cet employé. Ces tests sanguins le prouvent. Donc là, somme des PCB indicateurs, donc 66,14.
PPB, donc petit par billion, ça je le sais parce qu'on nous l'a dit. Après, à quoi ça correspond exactement? Là. Personne ne vous a expliqué ces résultats? Non. Même la médecine du travail, quand j'y ai été la dernière fois, elle m'a dit « Vous inquiétez pas, toutes vos analyses sont bonnes. » Mot pour mot. L'employé n'y croit pas. Alors, pour vérifier, nous sommes partis à Vitrolles, près de Marseille. Dans ce centre de santé, consulte l'un des plus grands spécialistes français du PCB. Le docteur Souvet a accepté de nous donner son avis sur les analyses sanguines de l'employé et de 2 de ses collègues. J'ai été frappé par les taux colossaux de ces salariés. Le taux international de gens qui ne se contaminent que par l'alimentation, il est à moins de 20 picogrammes. Voilà par exemple le taux le plus important en PCB dioxynaque, 1858 picogrammes d'équivalent toxique par gramme de matière grasse. Pour ce monsieur également 1155, un taux extrêmement important. Et pour ce troisième travailleur, un taux à 347, moins important que les 2 précédents, qui sont énormes, mais qui restent très élevés. Donc si ces gens-là, avec des taux pareils, n'ont pas un suivi particulier quand on connaît la toxicité des PCB, leur promotion des cancers, leur promotion de pathologies endocriniennes, de troubles de l'immunité, de troubles de fertilité, alors on se demande quand est-ce qu'on va faire quelque chose. Pourtant, dès 2008, les hôpitaux de Paris ont tiré le signal d'alarme. Dans ce rapport sur Aprochim, ils estiment que les administrations chargées du travail, mais aussi de la santé et de l'environnement, sont concernées et devraient être saisies. Visée, l'ARS. L'Agence régionale de santé est censée surveiller les populations contaminées. Pourtant, aucun des riverains, des agriculteurs ou des employés que nous avons rencontrés ne bénéficie d'un suivi sanitaire. L'ARS n'a pas voulu répondre à nos questions. En juin dernier, la préfecture a décidé de mettre en place une surveillance renforcée d'Aprochim. Lors d'une conférence de presse, le préfet affirme que le suivi des populations est parfaitement maîtrisé. Comment vous expliquez que les salariés fortement contaminés sortis de l'entreprise ne soient plus suivis cliniquement? Alors votre information est erronée, puisque les salariés de l'entreprise Aprochim sont des gens qui sont toujours sous contrôle médical. Mais j'en ai rencontré encore pas plus tard que ce matin un salarié sorti de l'entreprise, contaminé, qui n'a plus de prise de sang depuis plus de 2 ans et aucun suivi clinique. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est une information que vous livrez à la cantonade, nous en prenons acte. Je crois qu'il faut que vous incitiez cette personne. Et peut-être, si vous la connaissez, vous nous indiquerez de qui il s'agit, à contacter l'ARS, où le médecin inspecteur de santé publique la prendra en charge. La préfecture est déjà intervenue dans cette affaire. Lors d'une réunion, en juin 2013, Aprochim a reconnu qu'elle ne maîtrisait pas totalement son processus industriel. Les autorités lui ont ordonné de tourner au ralenti. En produisant moins, l'usine pollue moins, mais pollue toujours. Et il n'est pas question de l'arrêter. En France, les entreprises de dépollution font régulièrement scandale. 2 entreprises pollueuses condamnées à Albi. En Île-de-France, un réseau mafieux soupçonné d'enfouir des déchets illégalement. Fraude fiscale pour un gérant de décharge dans le Val-de-Marne. Mais aussi le Var, les Alpes, aucune région n'est épargnée. Retour en Normandie. GDE est à nouveau dans le viseur de la justice. Pour une autre affaire. En février dernier, l'entreprise a été mise en examen pour complicité d'escroquerie. Les juges la soupçonnent d'avoir arnaqué des dizaines de collectivités locales à travers tout le pays. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Certaines communes ne se doutent pas encore
qu'elle serait concernée. La communauté de communes d'Evrecy-Ornaudon possède une déchetterie modèle. Carton, bois, gravats, ferraille, tout est trié. La collectivité paye des entreprises pour s'en débarrasser et GDE a sa part du marché. Là, donc GDE va emmener la ferraille collectée chez nous, va nous l'acheminer jusqu'à Rocancourt. Et là, eh bien, il va couper ces matériaux et puis les expédier vers une filière où les matériaux vont être fondus dans les aciéries de la région ou dans d'autres pays du monde. Sébène, les camions de GDE les acheminent vers leur usine de Rocancourt, près de Caen. À leur arrivée, ils sont tous pesés sur une balance comme celle-ci. L'enlèvement des déchets est alors facturé au poids, aux collectivités. Et c'est là que GDE tricherait. Comme en témoigne ce bon de pesée interne à l'entreprise, les déchets encombrants récupérés ce jour-là à Evrecy pesaient 4 760 kilos. Mais un peu plus loin sur le bon de pesée, le poids a changé. Pour le même lot, il a été majoré d'environ 25% à 5 660 kilos. La facture sera donc elle aussi alourdie d'autant. Nous avons rencontré un ancien employé de GDE. Il affirme aujourd'hui avoir systématiquement trafiqué les bons de pesée. S'il nous amenait de la matière telle que les déchets ménagers, les gravats, le bois ou les déchets verts, on lui augmentait son poids pour lui facturer plus qu'on aurait dû lui facturer. Et c'était pour quelle proportion de chargement que ça arrivait ça? C'était un chargement sur 10 Ah non, c'était tous les chargements. C'était systématique. Et qui vous demandait de faire ça? C'était le directeur régional qui nous avait dit aussi qu'il fallait jouer sur les poids selon la matière qu'on facturait. De retour à Evrecy, nous décidons de confronter les élus de la communauté de communes aux éléments de notre enquête. C'est préoccupant, bien sûr, mais ceci dit, nous, pour le service qu'ils nous apportent, on n'a rien noté qu'on pouvait leur reprocher quelque chose. La transparence est pour moi assez optimale. On nous a donné un document, celui-ci concerne votre communauté de communes. Alors je ne sais pas, regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Nous leur présentons un des bons qui aurait été trafiqué. C'est quoi 15 tonnes 4 tonnes 760, oui, c'est effectivement les encombrants qui ont été collectés à Evrecy. Les chiffres correspondent, oui. Les chiffres correspondent à ce qu'on leur a... Les encombrants, ce qu'ils ont dû chercher. 5 tonnes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les poids changent. C'est vraiment énorme, on passe de 4 760 à 5 660, c'est pratiquement 1000... 20%, il y a 20% de différence. Les témoignages en interne de GDE nous expliquent que c'est une pratique systématique en fait d'augmenter les poids afin que les communes entre 10 et 15% sur absolument tous les chargements qui arrivent chez eux. Alors les triches. Alors nous on peut pas le vérifier. Est-ce que vous doutiez de ce genre de pratique? Non. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est la facturation. C'est combien. Oui, qu'est-ce qui nous a été facturé? Grâce à la date notée sur le bon, les élus retrouvent la facture correspondante, éditée par GDE. On a payé le taux max, c'est le prix maximum, on est à 5,66. Donc le 5 septembre 2008, on voit qu'on est parti d'un tonnage à 4760 et on finit en bas, toujours au 5 septembre 2008, on finit à 5660. Sur la facture, pour le même jour, le 5 septembre, on a bien le chiffre de 5,66 tonnes de pris en compte. Le 5 septembre 2008, la communauté de communes d'Evrecy se serait fait escroquer de 60 €. Mais quel est le montant total de ces surfacturations? Nous avons consulté des centaines de bons. Le système aurait fonctionné dans toute la France
et aurait coûté des millions d'euros aux contribuables. La police judiciaire enquête sur ces escroqueries présumées. Dans cette affaire, en novembre 2013, elle mène une perquisition au siège de GDE près de Nantes. Le lendemain, une curieuse scène de ménage a été filmée par 7 caméras de surveillance devant les bureaux de Caen. 3 employés font 10 allers-retours pour jeter dans cette benne des kilos de documents. La scène va durer 2 minutes. Nous avons retrouvé un employé présent ce jour-là. On voit des salariés de GDE en train de jeter des documents qui viennent visiblement de leur placard. Quand on les a vus baigner les documents, on s'est dit, bon, il doit y avoir un truc à cacher. Voilà. Il y a toujours des bruits qui circulent dans GDE sur un tas de trucs qu'ils font qui ne sont pas légaux. Et, bon. Et la benne a été retirée aussitôt après. Ils sont venus la chercher, ils l'ont emmenée directement d'une installation de recyclage papier qu'on a sur le site. Une enquête est menée actuellement par un juge d'instruction du Mans. GDE conteste les faits qui lui sont reprochés. L'entreprise affirme coopérer activement avec la justice dans cette affaire. C'est une belle surprise pour les opposants. Ils ne pouvaient pas espérer mieux. À Nonan-le-Pin, le 13 mai 2014, le tribunal correctionnel d'Argentan a décidé la fermeture définitive de la décharge pour gestion irrégulière de déchets. Pour tous les opposants, et Fabrice l'éleveur, le 203e jour de blocage est celui de la victoire. Ils sont plus de 300 à fêter la nouvelle. Ça y est, on va y arriver, Salut. Il y a 200 jours, on ne pensait jamais que GDE n'aurait jamais le droit d'exploiter ici, quoi. Il faut que ça fasse jurisprudence afin que ce type de société ne sévisse plus ni ici ni ailleurs. Et il va falloir que cette entreprise quand même se décide enfin à se mettre sur les rails, à respecter la loi. De son côté, GDE a fait appel. Elle estime que sa décharge ne fait peser aucun risque pour l'environnement. Une nouvelle audience aura lieu en novembre prochain. Malgré les poursuites judiciaires, GDE continue son développement. L'entreprise vient d'investir plus de 50 millions d'euros dans un nouveau bâtiment industriel. Il lui permettra peut-être, à l'avenir, de mieux trier ses déchets.